Je crois que, pour une raison assez simple, c'est que la modernité occidentale, d'une certaine façon, et la première forme de globalisation sont nées avec la conquête, la découverte de l'Amérique. C'est au moment de la Renaissance et de l'expansion coloniale, le début de l'expansion coloniale de l'Occident, en somme, et la domination des populations indiennes et leur disparition partielle est concomitante de cette entrée dans la modernité. Donc aujourd'hui qu'il y a une certaine crise de la modernité, que nous sommes dans une autre phase de la globalisation, cette question indienne refait surface avec de nouvelles perspectives, et même, je dirais, un renversement de perspectives, parce que ce qui est en crise, d'une certaine façon, c'est cette modernisation, cette modernisation, et la question indienne, les mouvements indiens qui sont apparus les 50 dernières années, et qui ont été une grande surprise en réalité, parce qu'il y a 50 ans, on pariait plutôt sur la disparition des Indiens. Et ce qui s'est passé, c'est un peu le contraire. C'est une émergence indienne dans tous ces pays. Et dans cette émergence indienne, on peut voir une mise en question des formes de domination qui avaient 5 siècles déjà. Et ce n'est pas un hasard, par exemple, que l'un des moments forts de cette mobilisation de ces mouvements indiens a été la 1992, c'est-à-dire la contre-célébration, ou plutôt la protestation contre la célébration de la conquête. Les mouvements indiens dont parle la grande révolte indienne, sont des mouvements qui sont des mouvements modernes aussi, d'une certaine façon, mais en même temps de mise en question justement d'une forme colonisatrice, homogénéisante et écrasante de la modernité. C'est une revendication de la diversité à l'intérieur de ce monde global dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est pour ça que la question indienne n'est pas importante seulement pour les Indiens eux-mêmes, pour les pays dans lesquels ils sont plus ou moins nombreux, d'ailleurs on y reviendra sûrement, mais elle est importante pour le monde. Et c'est pour ça qu'elle a eu tellement d'écho. En fait, je trouve, moi, que cette question a eu beaucoup plus d'écho qu'on pouvait s'y attendre il y a quelques décennies. On en a parlé, c'est devenu une question qui a dépassé les frontières de chacun des pays d'Amérique latine et même de l'Amérique latine en général. Oui, bon, il y a toujours des problèmes d'identité nationale et fortes en Amérique latine, ça c'est vrai, hein, dans certains pays plus que dans d'autres. Et cette manière, la manière d'affirmer l'identité nationale a suivi différentes voies, différentes techniques, mais très souvent, en effet, ce dont vous parlez, c'est le racisme anti-indien en réalité, qui est très fort, mais qui n'est pas toujours avoué. C'est-à-dire que le racisme, c'est le refus de cette différence, hein, qui est pourtant présente, et qui est présente non seulement d'une manière, disons, sociologique, mais psychologique, parce que cette différence, elle est en chacun des latinos d'une certaine façon, en presque tous, parce que c'est vrai que le métissage a été quand même très fort, mais il n'empêche qu'il y a le refus d'accepter cette part de l'identité qui est également très fort et qui se traduit dans du racisme.
racine souvent d'ailleurs intériorisée, c'est un racine qui se retourne contre soi-même. Et donc, oui, cette chose-là fait partie de la difficulté, sans doute, de cette difficulté identitaire dont vous parlez. Et l'une des manières que proposent, si vous voulez, les mouvements indiens et à leur suite les politiques multiculturelles qui ont été adoptées par différents États en Amérique latine dans les dernières décennies, c'est d'accepter la diversité, justement. Et une volonté d'accepter la diversité. Alors, jusqu'où cette politique ou cette tendance est allée, elle a beaucoup de limites. Mais l'une de ses plus grandes réussites a été certainement l'une des plus grandes réussites des mouvements indiens qui sont, eux, venus de la base, qui ne sont jamais venus d'en haut, qui ne sont jamais venus de l'État. Ces mouvements, l'une de leurs grandes réussites a été justement de mettre en question cette difficulté identitaire ou ce racisme dont nous parlons. Effectivement, parce que c'est une dimension importante dans la mesure où les mouvements indiens surgissent à un moment où la plupart de ces sociétés connaissent des conflits extrêmement violents, où il y a des dictatures, des guérillas et des luttes armées dans beaucoup de ces pays, pas dans tous, mais dans beaucoup. Et les mouvements indiens sont confrontés à ces violences-là, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres formes de violence sociale ou plus tard le narcotrafic, etc. Mais pour en rester aux années 70-80, dans des pays comme le Guatemala, et un peu plus tard au Pérou avec Sentier Lumineux, Fujimori, etc. Les mouvements indiens, qui sont d'ailleurs moins nombreux, moins forts au Pérou qu'au Guatemala, pour prendre ces deux exemples, sont pris dans une spirale de la violence. Et dans le cas du Guatemala, cela s'est traduit d'ailleurs par un véritable génocide. Le mouvement a été pulvérisé, pour ainsi dire, dans le conflit, sous le poids de la répression militaire qui s'attaquait, qui s'abattait sur la guérilla, mais pas seulement, qui s'est surtout abattu d'ailleurs sur la population civile. Et on dit qu'il y a eu à peu près 200 000 morts. C'est un véritable génocide parce que la répression a visé beaucoup plus la population civile indienne qu'elle n'a visé les combattants en armes. Elle avait cette volonté d'écraser le soulèvement indien et surtout la menace d'une conjonction du soulèvement indien avec les forces armées. Le conflit au Guatemala était certainement le plus atroce, le plus meurtrier, le plus atroce de tous les conflits de la période en Amérique latine. On n'en parle peut-être pas beaucoup. Aujourd'hui, on en reparle, puisque l'un des responsables de la répression, le général Ríos Montt, a été traduit devant les tribunaux, mais à l'heure où je vous parle, le procès a été interrompu. On ne sait pas s'il pourra reprendre. Donc c'est un passé qui est encore là, très présent, si vous voulez. On pourrait en dire des choses un peu semblables dans d'autres pays, moins massives certainement. Encore qu'au Pérou, par exemple, dans l'Amazonie, certaines organisations indiennes ont été écrasées par Sentier Lumineux ou par l'armée. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements indiens, les organisations indiennes modernes, ont essayé de faire un pas de côté, de se soustraire à cet engrenage de la violence, et de se soustraire à la répression militaire ou paramilitaire, mais aussi ils ont essayé de se dégager de l'emprise des guérillas. Le meilleur exemple est sans doute celui du Cauca en Colombie, où le comité régional indigène du Cauca, le CRIC,
est en but, et encore aujourd'hui d'ailleurs, aux forces de répression, aux forces de l'ordre, mais aussi aux FARC. Et ils comptent dans leur communauté énormément de victimes de morts occasionnées par la guérilla. Donc les mouvements essaient de se dégager de cette violence. Et dans beaucoup de pays, ils y sont parvenus. D'ailleurs, c'est un miracle en Colombie, qui est un pays où toute forme de violence a prospéré, en particulier dans cette région du Cauca, ils aient réussi à survivre et à maintenir leur orientation, leur action, etc., et à continuer jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, avec beaucoup de succès dans beaucoup de domaines. Et dans un autre exemple est celui des zapatistes, dont l'insurrection a d'abord donné lieu le 1er janvier 1994 à un conflit violent. Mais au bout de quelques jours, une dizaine de jours, il s'est transformé en un mouvement civil. Et depuis lors, c'est-à-dire depuis bientôt 20 ans, ils ont gardé les armes mais n'en font pas usage. Il n'y a pas eu d'offensive armée de la part des zapatistes. Ils ont essayé de transformer, de remplacer les armes par la parole, comme ils disent eux-mêmes, et de transformer leur mouvement armé au départ en un mouvement pacifique, civil. Peut-être pas civil, mais pacifique. Et donc, on pourrait donner de multiples autres exemples, les mouvements indiens ne sont pas ce que je veux dire, c'est que les mouvements indiens ne sont pas dans la continuité des guérillas des années 60-70. C'est au contraire des mouvements de rupture avec cette logique des guérillas. Et d'ailleurs, ils n'ont pas non plus pour but principal de prendre le pouvoir, ce qui était quand même l'objectif premier des guérillas. C'était de prendre le pouvoir par les armes et d'imposer ensuite, à partir du pouvoir, un nouvel ordre social. Mais les mouvements indiens, dans l'ensemble, cherchent à influer sur le cours des choses, influer sur non seulement leur sort, mais la manière dont les questions de la justice, de la démocratie, de la reconnaissance sont posées dans la nation. Ils ne cherchent pas non plus à se séparer de la nation. Et ça répond un peu à votre question précédente, en quoi les mouvements indiens essaient de donner un nouveau visage à ces nations-là. Et donc, il y a, par rapport à la violence, je dirais que les communautés indiennes en mouvement ont souvent été en but aux répressions, mais elles ne sont pas, la violence n'est jamais venue il peut y avoir des actes de violence, évidemment, mais je veux dire, leur logique n'est pas une logique de la violence. C'est une question que l'on peut prendre sous différents aspects. Je dirais que ce qui était l'intériorisation du racisme, la honte de soi, en a pris un coup, pour parler assez directement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Indiens affirment dans beaucoup de situations, dans beaucoup de cas, leur identité. Ce qu'ils faisaient difficilement auparavant. Et ça, c'est un changement important. C'est dans le domaine symbolique et culturel, peut-être, mais c'est quelque chose qui a du poids, qui n'est pas négligeable. Et ce sont les mouvements indiens, qu'il s'agisse des mouvements indiens dans des pays comme la Colombie, où les Indiens sont peu nombreux, mais ont acquis une image positive, alors que l'image de l'Indien était totalement négative auparavant. Que ce soit dans des pays comme le Mexique, où le zapatisme a permis à beaucoup de populations indiennes de lever la tête, ou qu'il s'agisse en Bolivie, où l'élection d'Evo Morales, un président d'origine indienne,
affirmés comme indiens, à redonner de la dignité à une grande partie de la population indienne qui se reconnaît en lui. Donc ça, c'est une dimension importante. Ça, ce sont les mouvements eux-mêmes qui en sont dont il faut reconnaître que c'est un acquis de ces mouvements. Il y a eu aussi des acquis juridiques et politiques dans les constitutions. Maintenant, dans toutes les constitutions, pas toutes, mais presque toutes, ils ont intégré la reconnaissance de cette diversité donc cette dimension multiculturelle en Bolivie, en Équateur, mais même au Mexique, en Colombie, même au Pérou. Hein. Et ils ont aussi intégré dans la législation la convention de l'OIT sur les droits des peuples autochtones, ce qui donne aux Indiens une possibilité, une capacité juridico-politique de faire valoir leurs droits, ce qui n'est pas rien. Dans le domaine, disons, socio-économique, je serais beaucoup plus réservé. Très souvent, la promotion disons, l'amélioration de la situation économique des Indiens est en retard sur la reconnaissance de leurs droits. Il y a des exceptions, il y a des groupes indiens qui ont amélioré leur situation. Mais en général, les Indiens restent quand même un peu en bas de l'échelle sociale dans les pays d'Amérique latine. Ils sont certaines, on dirait même que parfois on a accusé certaines politiques multiculturelles d'être un écran de fumée qui empêche ou de s'attaquer aux causes sociales, économiques, de la pauvreté dans le cas des populations indiennes. Je pense que ce n'est pas le cas, mais c'est vrai qu'il faudrait conjuguer la politique de reconnaissance et une politique redistributive, de dynamisation économique. Certains mouvements indiens le tentent et certains y parviennent. Je parlais tout à l'heure de la Colombie. Dans le Cauca, les Indiens Nasa, Paeses et Guambianos ont développé des écoles, des instituts de santé et des programmes de production admirables. Et parfois les populations indiennes s'en tirent mieux que les populations non indiennes dans la même région. Donc il y a des situations là aussi très diverses. Mais on voit que ça n'est pas toujours le cas et qu'il y a certainement beaucoup à faire dans le domaine de socio-économique et que les États continuent à considérer les populations indiennes souvent comme des populations marginales, même si leur constitution dit le contraire. Ce qui est difficile, c'est évidemment l'égalité dans des sociétés qui, socialement et économiquement, battent parfois des records d'inégalité au monde. Mais ce qui est aussi également difficile, c'est de combiner l'égalité et la différence. De reconnaître que les personnes différentes sont également vos égaux. Ça devrait être assez facile si on raisonne à partir du genre, par exemple. Les femmes et les hommes sont différents, mais ils sont égaux. La démocratie reconnaît que la femme est l'égale de l'homme. On peut reconnaître également des différences culturelles et cependant l'égalité. Et les zapatistes avaient une formule, ils l'ont toujours, qui consiste à dire nous sommes égaux parce que différents. Ce qui est une manière paradoxale de parler et de renverser les choses, mais qui est une manière aussi de montrer
qu'on peut combiner l'égalité et la différence, contrairement à toute une philosophie du métissage, par exemple, qui considère que pour être égaux, il faut aplanir et qu'il faut gommer les différences. Ou une philosophie de l'assimilation, qui est par exemple un peu la philosophie jacobine de l'histoire française, qui considère que pour faire des citoyens égaux, il faut gommer les différences. Contre cela, il y a une vision que l'on peut développer, dont on peut trouver une illustration ici, plusieurs illustrations en Amérique latine, qui consiste à dire nous sommes égaux et différents. Égaux et différents dans une même nation, par exemple, puisque vous parliez de nation. Les zapatistes, pour prendre un exemple, encore eux, sont très attachés à la nation mexicaine. Ils sont très mexicains. Et ils n'ont jamais eu des velléités de séparation. Au contraire, nous voulons renforcer nous intégrer, être reconnus comme des Mexicains à part égale, des Mexicains comme les autres, avec nos différences. Parce qu'avant, pour devenir des Mexicains comme les autres, il fallait que nous gommions nos différences et que nous intégrions, que nous effacions nos différences, nous devenions des métis comme les autres. Nous voulons être reconnus pour ce que nous sommes, avec nos différences, et être reconnus cependant comme des Mexicains. Et au-delà, évidemment, comme des humains égaux à tous les autres humains. Il n'y a pas que les Occidentaux qui sont des êtres humains. Et on ne demande pas à un Occidental de gommer sa différence avec les autres pour devenir un être humain. Alors, pourquoi l'Occidental demanderait aux autres de gommer leurs différences? L'universalité doit être séparée de la domination occidentale. On revient à ce que je disais au début sur l'importance de ces mouvements au point de vue de leur portée générale et philosophique, si vous voulez. C'est qu'ils sont en question vraiment les questions de l'universalité et du particulier, de l'universel et du particulier. On peut considérer aujourd'hui que l'universalité concrète est faite de la diversité des êtres humains et n'est pas l'apanage des Occidentaux, ce qui est d'ailleurs une manière de nier l'universel.